Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Jean-Marc Ayrault était aujourd'hui en visite à Gif-sur-Yvette. Le chantier d'un centre de recherche EDF débute. Le projet Paris-Saclay semble enfin lancé. 7 syndicalistes sud de PSA Poissy sont en grève de la faim depuis le 18 septembre. Cela fait maintenant 22 jours qu'ils protestent contre une discrimination syndicale et de mauvaises conditions de travail. Les jeunes sont une des populations les plus touchées par le chômage, 24,6%. Dans les quartiers populaires, les données peuvent doubler. Nous ferons le point dans le département dans d'autres dossiers de la semaine. Et puis nous parlerons de la plateforme Bouger vers l'emploi. Elle a inauguré ce lundi à Trappes. Ce service permet à des personnes de retrouver un emploi en leur proposant des solutions de déplacement adaptées. Max Descormier, directeur de la plateforme, nous expliquera son action. Il n'a pas pu être en plateau avec nous, mais nous l'aurons par téléphone. On passe à l'actualité économique de la semaine. Ce matin, comme je vous le disais, Jean-Marc Ayrault était à Gif-sur-Yvette. Il inaugurait un centre de recherche EDF dans le cadre du projet scientifique Paris-Saclay, véritable Silicon Valley à la française. Le chantier initié par Nicolas Sarkozy en 2007 semble enfin lancé. Reportage d'Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Mesdames, Messieurs, il est toujours un moment dans l'élaboration d'un grand projet où tout bascule. Tout bascule du rêve à la réalité. Et je crois qu'avec Paris-Saclay, nous sommes à ce moment-là, nous devons en être parfaitement conscients. Le chantier de la Silicon Valley à la française, c'est parti. Initié dès 2007, le projet Paris-Saclay a enfin bouclé son financement et peut donc démarrer. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était ce matin sur le campus à Gif-sur-Yvette pour inaugurer le centre de recherche et développement d'EDF. Il en a profité pour annoncer que 85 millions d'euros seraient débloqués pour la création d'un centre de recherche sur les énergies décarbonées. Projet scientifique unique en France, Paris-Saclay va proposer une idée simple, faire se croiser sur un même site étudiants, chercheurs, enseignants et le monde de l'entreprise. Le but, être à la pointe de l'innovation et faciliter la création de start-up axées sur les technologies de demain. En fait, en France, on a pas mal de PME, on a pas mal de start-up. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de plate-fond de verre. Et nous, ce qu'on pense, c'est que par la proximité du centre de recherche de Paris-Saclay, eh bien, on va être un vecteur qui va aider ces PME à croître. C'est quand même la recette qui a fait que la Silicon Valley et la Silicon Valley, nous, avec notre génie français, on veut faire la même chose, mais avec nos moyens et avec notre inventivité. Selon les prévisions, d'ici à 2030, 600 000 m² de locaux d'enseignement, de bureaux et de logements verront le jour. Côté transport, une liaison directe est prévue entre l'aéroport d'Orly et Versailles. 1/5 de la recherche française devrait se regrouper à terme sur 7 700 hectares de terrain. Le coût total du projet est estimé à près de 2,5 milliards d'euros. Devant le pôle tertiaire de PSA Peugeot à Poissy, 7 syndicalistes sont en grève de la faim. Ils ne comptent s'arrêter qu'après obtention de leurs revendications, de meilleures conditions de travail notamment. Nous sommes allés à leur rencontre ce mardi. Un reportage réalisé avec Élodie Moine. 20 jours de grève de la faim, 20 jours que ces 7 ouvriers et syndicalistes sud de PSA Poissy campent devant les bureaux de leur direction. Leur combat, dénoncer leurs conditions de travail et le harcèlement moral qu'ils subissent. Mais pour le moment, leurs revendications sont restées lettres mortes. Alors, leur lutte continue malgré les alertes des médecins. J'ai un problème cardiaque et je refuse d'arrêter. Je préfère crever ici et ne pas lâcher. On a un collègue qui dort dans la tente, il a perdu 21 kilos. Il continue de marcher, il fait comme ça. PSA, c'est-à-dire l'indifférence totale. La direction, jointe par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer. Un comité de soutien solidaire, rassemblant associations, partis, syndicats, a été créé le 3 octobre. Les membres se relaient pour soutenir les grévistes. Aujourd'hui, c'était au tour d'Olivier Besancenot. L'espoir qu'on a, on verra ce qui se passe donc le 10 c'est après-demain aussi, autour de l'accord compétitivité, si ça peut être aussi un moyen de tout faire ressurgir à la surface, quoi. Voilà, pas simplement les accords de compétitivité, mais aussi ce qu'il y a derrière et ce qui vous arrive aussi. Les autres syndicats ne soutiennent pas leur mouvement, mais étaient unis le 3 octobre lors d'une mobilisation nationale contre l'accord compétitivité. Samedi, les grévistes invitent leur soutien à une marche vers la mairie à 14 h.
Suite à ce reportage réalisé mardi, nous avons recontacté les grévistes aujourd'hui. Ils ont rencontré la direction. Ils attendent maintenant une réponse à leurs revendications. Et le médiateur régional du travail manquait cependant, lui, à l'appel. Les clients des banques ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est le constat d'une étude du comparateur panorabank.com. Les coûts varient selon l'âge, le sexe et le revenu, mais également selon le lieu de résidence. L'Île-de-France est une des régions les moins chères, des frais de moins de 185 € par an. Mercredi, la Chambre des métiers et de l'artisanat et Pôle emploi ont signé une convention de partenariat. Le but, mettre en commun leur expertise et leur offre de services. On écoute les directeurs de ces deux entités. Lorsqu'on travaille auprès des entreprises, on va informer l'ensemble des entreprises et avec la Chambre de métiers, on garde l'information des entreprises artisanales. Par contre, sur la partie formation, là, on s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. Et l'appareil de formation vise à aider les demandeurs d'emploi à créer leur entreprise. On a commencé à œuvrer fin de l'année dernière et au jour d'aujourd'hui, on a déjà formé, on a déjà accueilli 155 personnes intéressées par notre dispositif. Donc la réussite totale de ce rapprochement. La Fashion Week se tenait la semaine dernière à Paris, mais à Saint-Quentin en Yvelines aussi. On parle mode. Nous avons rencontré la gérante d'un magasin de prêt-à-porter pour petite taille, Colili, un magasin en ligne, des images de Jonathan Villeman. Derrière ce site internet de prêt-à-porter se cache une mini-montaine. Après 25 ans passés dans la documentation, Corinne a tout simplement changé de vie et a créé sa propre entreprise il y a 1 an et demi. J'étais déjà depuis quelques années en mode réflexion, j'hésitais, je savais pas. J'avais fait des formations, j'avais fait un bilan de compétences, je refaisais de l'intérim, je recherchais quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis d'un seul coup, il y a eu l'idée. L'idée est enfin arrivée. L'idée, proposer des vêtements pour des femmes de petite taille, 1,60 m ou moins. Fini les vêtements trop longs, trop larges, mal taillés ou encore la collection enfant. Du haut de son 1,50 m, Corinne a créé elle-même son magasin idéal. Dans un premier temps sur le net pour toucher un public plus large. Mais en plus de cette boutique virtuelle, Corinne transforme son appartement en showroom quand les clientes veulent venir essayer la collection. Ici, vous ne trouverez que des collections de stylistes français. Je m'attache à faire du Made in France pour faire travailler des entreprises françaises, pour avoir des vêtements de qualité, avec des tissus de qualité. Je recherche également des tissus bio. Ces pièces, elle les déniche sur les salons ou en furetant sur des blogs de mode. Comptez environ 100 € pour un article. Bijoux et accessoires lui permettent de diversifier son offre. Pour le moment, Corinne ne peut pas vivre de son activité, mais elle garde bon espoir. Sa clientèle a déjà dépassé les frontières de l'Hexagone. Et à noter, selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, les ventes en ligne ont augmenté de 20% au 2e trimestre par rapport à 2012. Arnaud Montebourg a dévoilé lundi le nom des chefs des groupes qui dirigeront les 34 plans industriels. Bernard Charles, PDG de Dassault Systèmes, en fait partie. Le Dassault Systèmes, donc pour rappel, a son siège social à Vélizy. Au 3e trimestre, l'achat de logements anciens par des particuliers qui veulent les louer a reculé de 5,8% selon une étude réalisée par le réseau d'agences Century 21. Les chiffres grimpent encore en Île-de-France. Dans les Yvelines, l'investissement locatif a plongé de 14,5%. Les propriétaires en fin de bail préféreraient revendre leurs biens plutôt que de chercher un nouveau locataire. Le réseau met en cause la complexité de la nouvelle loi sur la fixation des loyers. Le concours Créarif Quartier 2013 est lancé. Il s'adresse aux personnes ayant une idée ou un projet de création d'activité et habitant en Île-de-France sur un des territoires de la politique de la ville. Les zones urbaines sensibles, par exemple. Les lauréats seront accompagnés dans leur projet. Cette année, la Chambre de métiers et de l'artisanat est partenaire de cet événement pour la première fois. On écoute Noël Collin. Il y aura 20 lauréats et parmi ces 20 lauréats, il y aura une personne, un futur artisan, qui aura la chance de participer à une formation que l'on appelle Cap Jeune Dirigeant, qui est plutôt post-création et qui permet de participer à une dizaine d'ateliers sur le suivi post-création d'entreprise. Et vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire via le site internet qui s'affiche. Et on finit avec la fête du jour. On en parlait dans le JT de mardi. Aujourd'hui, on célèbre la fête de voisins au travail, une première en France. Mais cet événement compterait déjà 20 millions de participants dans 36 pays. On passe maintenant à l'entretien.
L'association Voiture & Co a inauguré une nouvelle plateforme de mobilité, Bouger vers l'emploi, ce lundi à Trappes. Il s'agit de la première du département. Son but, aider les personnes en recherche d'emploi à retrouver un poste en dépassant leurs freins à la mobilité. Nous avons en ligne Max Descormier, le directeur de cette plateforme, qui va pouvoir nous en dire plus. Bonsoir, monsieur Descormier. Bonsoir, madame. Alors, pour aider ces personnes, comment vous y prenez-vous ? Alors, comment ça se passe? Écoutez, déjà, c'est clair, la plateforme Bouger vers l'emploi, Voiture & Co fonctionne de telle manière à travailler en relation avec les partenaires de l'emploi. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être en prescription, donc à savoir un conseiller de mission locale ou un conseiller Pôle emploi repère une personne dont il a le suivi et qui a une difficulté de mobilité. Et donc nous adresse, pas sous forme de fiche de liaison, c'est en règle générale l'outil un peu classique effectivement auprès des acteurs de l'emploi, une demande. Donc cette demande arrive chez nous, elle est traitée par une conseillère mobilité qui prend directement contact avec cette personne. Et puis par la suite, il y a ce qu'on appelle un bilan de compétences mobilité qui est fait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble des compétences ou des capacités de la personne à se déplacer, soit en transport en commun ou soit avec un véhicule qui a déjà un permis, qui a besoin de se déplacer pour des besoins d'ordre social ou d'emploi. On essaie vraiment de balayer les capacités. Et du coup, vous proposez alors soit une formation par la suite, c'est ça, soit une flotte de véhicules. Alors les formations, ça peut être quoi par exemple? Lire une carte, se repérer dans le métro? Oui, voilà. Alors déjà, dans un premier temps, ça peut aussi être tout simplement une information de base, parce que on s'en rend compte assez souvent par toute simple méconnaissance un petit peu de ce qui existe, de l'offre de transport en commun. Mais les gens ont du mal à se déplacer, donc une simple information bien ciblée sur les horaires de train, une ligne qui existe, la capacité à prendre des correspondances, etc. Donc on arrive déjà à régler une forme d'autonomie de mobilité de ce type. Si c'est pas le cas, effectivement, on met en place ce qu'on appelle la formation mobilité sous forme de module. Alors ça peut être un premier module, effectivement, d'apprendre à se déplacer, à savoir lire un plan, une carte, mémoriser effectivement un itinéraire. Ensuite, ça peut être tout simplement de la capacité à prendre les transports en commun. Donc ça, si on détecte que la personne, avec la simple formation qu'on lui donne, est en capacité de prendre les transports en commun, effectivement, là, on rend notre service. On voit d'ailleurs à l'image les images de l'inauguration de ce lundi, avec il y avait 2 personnes qui étaient venues pour témoigner. Donc une qui expliquait effectivement que vous l'aviez aidée à se repérer dans le métro. Elle était originaire de Mayotte, pardon. Et puis il y avait une autre personne, Malika, qui elle son souci, c'est que les transports en commun en fait commençaient trop tard par rapport à son travail. Dans ce cas-là, la solution pour elle, c'est le prêt, la location d'un véhicule. Voilà, location d'un véhicule, Renault, puisqu'on a un partenariat avec Renault, bien évidemment, sur le territoire. Donc là, cette personne était en emploi. Donc là, on a vraiment plutôt rendu le service de permettre le maintien d'une personne en emploi, parce qu'on a aussi cette particularité, c'est que souvent les gens peuvent décrocher leur emploi parce qu'il y a une problématique de mobilité. Donc là, c'est un cas de figure de quelqu'un qui avait déjà un emploi, qui avait sa propre voiture, donc qui avait une voiture en mauvais état, qui du coup s'en est séparé et est venu vers nous. On a aussi vu la difficulté qu'elle pouvait avoir. Donc tout de suite, on a mis en œuvre un contrat de location. Et puis là, en fait, très très clairement, pendant 3 mois à 6 mois, elle va pouvoir bénéficier de ce service. Elle fera régulièrement des points écoute avec Valérie Petit, qui est la conseillère mobilité de la plateforme de Trappes, qui la suit. Et qui va du coup, par la suite, pouvoir l'aider finalement à acquérir d'elle-même un véhicule. Voilà. Tout à fait. On va monter un dossier avec elle, effectivement, de voir comment on peut l'aider dans le cadre d'un microcrédit social pour lui permettre, effectivement, d'accéder à un véhicule d'occasion, soit par le réseau de Renault, ou soit par un autre dispositif qui s'appelle les Autos du Cœur, qui fonctionne aussi pour aider les gens à accéder au véhicule. Eh bien, Max Descormier, merci. On est un peu pris par le temps. Je vous remercie en tout cas de ces explications. Écoutez, merci à vous. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir été présent sur le plateau parce que l'actualité était effectivement suite à l'inauguration. Mais on a pu au moins vous avoir en ligne. Et c'est déjà ça. Merci beaucoup en tout cas. C'est l'heure maintenant du dossier de la semaine.
Pour le dossier de la semaine, nous nous sommes intéressés à l'emploi des jeunes dans les quartiers populaires, une des priorités affichées du gouvernement. Le point dans les Yvelines, un reportage réalisé avec Jonathan Villeman et Elodie Moine. En France, les jeunes sont une des populations les plus touchées par le chômage, 24,6%. Et quand ces jeunes viennent des quartiers populaires, Trappes, Mantes-la-Jolie ou les Mureaux, les données explosent. Le taux de chômage des jeunes dans les zones urbaines sensibles grimpe à 40,4%. Pour les pouvoirs publics, c'est devenu une priorité. En avril, le président François Hollande se rendait aux Mureaux. Il annonçait plus de conseillers Pôle emploi dans les banlieues et des exonérations fiscales pour les entreprises qui favorisent une politique d'insertion. Régulièrement, des ministres viennent sur le territoire pour signer des emplois d'avenir. Le mois dernier, c'était au tour de François Lamy, ministre délégué à la ville, d'afficher à Trappes les mesures prises pour les jeunes. On va développer un nouveau dispositif qui est celui des emplois francs, qui va être un dispositif qui donne une chance supplémentaire à un jeune tout particulièrement diplômé qui est souvent stigmatisé à cause de son adresse. Voilà. Et puis il y a la convention qu'on vient de signer avec Benoît Hamon qui va bien entendu s'appliquer à Trappes, mais partout ailleurs sur le territoire, sur le développement de l'entrepreneuriat social, entre autres, et puis sur ce qu'on appelle les clauses d'insertion, c'est-à-dire ces heures de travail qui seront réservées sur les marchés, entre autres, de rénovation urbaine, mais pas que, à des jeunes issus, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, issus de ces quartiers. Sur le terrain, comment cela se passe-t-il? Premier point sur la situation à la mission locale. François Chemec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs. Alors en France, dans les quartiers populaires, le taux de chômage des jeunes est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Est-ce que la situation est similaire dans les Yvelines? Oui, c'est un phénomène qu'on rencontre aussi dans les Yvelines, enfin qu'on rencontre sur tout le territoire, donc aussi dans les Yvelines et sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est clair que dans les communes et dans les quartiers qui font l'objet de la politique de la ville, le taux de chômage des jeunes est plus élevé. Et ce taux de chômage, il est plus élevé à qualification égale, donc ce qui pose vraiment problème. Ce n'est pas uniquement au départ un problème de déficit de qualification. Alors apparemment, les écarts augmentent pour les quartiers populaires par rapport au reste de la France depuis 2008. Comment ça s'explique ? En effet, on avait observé en 2008 une forte augmentation du nombre de jeunes se présentant pour la première fois à la mission locale. C'était des jeunes souvent assez âgés qui avaient travaillé et qui ont été les premières victimes du retournement de la conjoncture. C'était des jeunes qui étaient en intérim, qui étaient en CDD, voire en CDI, qui n'avaient pas eu besoin jusque-là de la mission locale et puis qui là se retrouvent confrontés aux difficultés. Donc la crise impacte plus finalement les quartiers populaires. Alors votre rôle est d'accompagner et d'aider ces jeunes à s'insérer professionnellement. Concrètement, vous vous y prenez comment ? Alors, pour les jeunes du territoire de Saint-Quentin, on accueille environ 3500 jeunes chaque année. Nous avons 3 antennes, une à Elancourt, une à Trappes et une à Guyancourt pour leur offrir un service de proximité. Ces jeunes, ils seront accueillis la première fois et puis accompagnés dans leur parcours, toujours par le même conseiller, pour éviter qu'ils aient à raconter leur histoire à 36 personnes. Donc ce conseiller, il est généraliste, il va traiter toutes les problématiques du jeune. Par contre, en ce qui concerne l'emploi et la recherche d'emploi concrète, ça va être assuré par des conseillers qui sont dédiés, et il y a des conseillers sur chacune des antennes, donc qui vont animer des ateliers de recherche d'emploi, qui vont travailler avec les jeunes les techniques de recherche d'emploi, et puis qui vont, une bonne partie de leur travail aussi, c'est de faire le rapprochement entre les offres d'emploi collectées par la mission locale et les jeunes, envoyer leur candidature. Mesure phare du gouvernement, les emplois d'avenir. Fin 2012, l'association Envie à Trappes en recrutait 2. Ouvert aux jeunes de moins de 26 ans, peu diplômés, il donne la priorité aux habitants des zones urbaines sensibles. Les entreprises du secteur non marchand reçoivent une aide de l'État à hauteur de 75% du SMIC. 130 ont été signés via la mission locale. Ichou et Soso sont toujours en poste chez Envie. Leur directeur ne regrette rien. Il y a aussi le financement qui était aussi intéressant parce que, en tant qu'association, on est obligé de faire attention à nos charges en trésorerie. Plus effectivement, des gens qui avaient déjà un niveau correct et qui étaient motivés. Voilà. L'association récupère, répare et revend du matériel électroménager. Elle compte 20 contrats d'insertion dont Maxime, trappiste de 26 ans. Il a arrêté l'école il y a 10 ans et enchaîné jusqu'à aujourd'hui des petits boulots en intérim. Parce que j'avais besoin d'argent et parce qu'à l'école, c'était pas ça, quoi. Je m'ennuyais, j'aimais pas trop rester derrière un bureau. Donc voilà, il fallait de l'action et du coup, je suis parti travailler. Son contrat d'insertion dure 4 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans. L'objectif pour Envie lui permet de trouver au plus vite un emploi stable.
L'idée, c'est de résoudre déjà s'ils ont des problématiques sociales qu'ils rencontrent, par exemple d'accès à des logements, des démarches administratives, c'est les aider à ce niveau-là, pour après les aider au niveau professionnel également. C'est résoudre un petit peu les freins à l'emploi et pouvoir garantir leur future employabilité. Depuis septembre, un nouveau contrat est également disponible, les contrats francs pour les entreprises. Une prime de 5 000 € s'ils recrutent un jeune de moins de 30 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aujourd'hui, on a signé des emplois d'avenir avec environ 70 employeurs, dont un certain nombre d'employeurs qui n'avaient jamais recruté des jeunes ayant ce profil-là. Et on peut espérer que ça soit un peu la même chose pour les emplois francs. Junior fait partie de ces jeunes qui ont été épaulés par la mission locale. Avec ses parents et ses 5 frères et sœurs, il grandit dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Il a été confronté aux préjugés sur les quartiers populaires. Mon professeur d'art plastique que j'avais au collège, donc à Mantes-la-Jolie, nous orientait vers les BEP. Mais ça sert à rien, n'allez pas en seconde générale, vous perdez votre temps, mais de toute manière, vous finirez vos rien, etc. Je vous assure, c'est véridique. En 2003, il déménage à Trappes et y passe le bac. Un doc d'administration économique et sociale en poche, il commence à travailler, mais ce qu'il souhaite, c'est être son propre patron. Avec l'aide d'un parrain de la mission locale, il lance son entreprise de vente de produits de cosmétiques et de coiffure en tant qu'auto-entrepreneur. Pas suffisant pour en vivre, mais l'expérience paye. Malgré des études courtes, il trouve un poste de commercial et 2 ans plus tard, un ancien fournisseur lui propose de meilleures perspectives à Paris cette fois. Ouais, je vais faire une super promo, comme ça, elle sera contente. Voilà. Bon, c'est super. Merci Flavie. De rien. Ça se passe très très bien, donc il y a un suivi de clientèle, on présente les différents produits, les nouveautés, on fait aussi un petit peu de service après-vente, gestion des conflits, remontée d'informations. Selon lui, Trappes est une ville qui bouge et agit pour ses jeunes. On lui a donné sa chance pour la suite. Tout est question de motivation. À partir du moment où vous vous mettez dans la tête que vous venez de Trappes, que vous êtes originaire d'un pays quelconque et que vous, entre guillemets, vous vous formatez donc avec ces idées, il y a un blocage qui se fait. Voilà. Il faut vraiment donc tout écarter, se dire qu'on est monsieur et madame tout le monde. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement certaines inégalités, mais c'est pas partout. Et il faut vraiment se donner la chance de réussir. Des chances de réussite, c'est aussi ce que souhaite offrir l'association Mosaïque RH. Saïd Amouche, bonjour. Vous êtes le directeur général de Mosaïque RH. Alors pour débuter, vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept. C'est une boîte de recrutement, mais un peu particulière. Alors effectivement, en fait, c'est une agence de recrutement, c'est un cabinet de recrutement à but non lucratif, c'est sa particularité, qui a eu dans un premier niveau de vie de vouloir promouvoir les candidats diplômés qui résident dans les quartiers populaires. Saïd Amouche a créé cette association il y a 5 ans. Originaire de Seine-Saint-Denis, il souhaitait faire changer le regard sur les jeunes des quartiers populaires. Moi, j'avais eu envie de montrer en fait qu'en banlieue, il y avait aussi plein de jeunes qui réussissaient, plein de jeunes qui arrivaient à développer leurs compétences, à décrocher des diplômes de l'enseignement supérieur, montrer également qu'il y avait plein de jeunes qui avaient envie de se lever le matin, qui avaient envie d'aller bosser, et que malheureusement, il y a des mécaniques, il y a des mécanismes de discrimination qui existent, qui sont soit directs ou indirects, qui fait qu'à un moment donné, même lorsqu'on est volontaire, même lorsqu'on est qualifié, eh bien, il y a une hérésie économique qui fait qu'à un moment donné, le recruteur qui recrute ne rencontre pas le candidat du territoire et malheureusement, ça génère en fait un taux de chômage explosif parfois dans les quartiers. En 5 ans, Mosaïque RH a réussi à placer 1700 jeunes d'Île-de-France. Leur démarche se veut complémentaire avec les institutions publiques. Pour Saïd Amouche, il faut coller aux besoins des entreprises. Des partenariats sont ainsi créés avec les sociétés locales, comme Cassidian à Elancourt. Pour atteindre l'égalité des chances en termes d'emploi, Mosaïque RH tente également de trouver des candidats ciblés pour des stages. Un accord a été mis en place avec l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous, on trouve hyper important d'aider les jeunes qui ont des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, de faire des stages dans des entreprises prestigieuses, des stages de qualité, pour leur donner déjà, dès le démarrage, en fait, la possibilité d'avoir un CV un peu musclé, avoir un niveau de connexion avec des entreprises à forte notoriété suffisant. Et à partir du moment où on a ces missions qui nous sont proposées, eh bien, il s'agit de trouver le plus rapidement possible les candidats qui vont bien.
Et la deuxième étape de notre processus de fonctionnement, c'est de rentrer en contact avec ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc ce sont soit en fait les universités qui sont sur des territoires, soit des acteurs locaux, et ça peut être des missions locales, les associations de quartier, parfois le Pôle emploi, qui vont nous pousser des CV de qualité, et nous on va ensuite les évaluer, mesurer l'écart entre les critères objectifs de l'entreprise et pas subjectifs. Donc évidemment, c'est aussi à nous d'intervenir. Si on nous demande systématiquement des hommes et qu'on refuse des femmes, si on nous demande systématiquement en fait des profils Bac+5 type école de commerce, on leur explique qu'il y a aussi de très bonnes candidatures à l'université. Vous voyez, c'est ça le travail de médiation qu'on doit faire. Alors du coup, dans les Yvelines, les résultats, quels sont-ils? Ils sont assez positifs, je pense. Alors, sans être présent physiquement, on a eu la possibilité de répondre en fait à des demandes spontanées d'entreprises locales. Et il faut savoir que nous avons réussi à peu près 74 placements en l'espace de 5 ans. Donc c'est prometteur, et on se dit si on était présent physiquement, si on avait la possibilité d'augmenter notre niveau de prospection sur le bassin d'emploi de Guyancourt et Elancourt, eh bien on pourrait imaginer en fait gagner d'autres entreprises, d'autres missions, et pouvoir ensuite diffuser ces opportunités sur les acteurs du territoire. Mosaïque RH devrait donc s'implanter très prochainement dans le département. Au niveau de son fonctionnement financier, l'association compte principalement sur la participation de ses entreprises partenaires. Seul 8% du budget provient de subventions. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.